Alors, en attendant que les derniers participants arrivent, on est très heureux ce soir de vous accueillir très nombreux pour cet afterwork avec Alain Cardon, que Caroline aura le plaisir et l'honneur d'introduire tout à l'heure. Moi, je vais juste vous donner quelques infos sur le MCC, en particulier le MCC Occitanie-Ouest. Donc, comme vous le savez, le MCC, c'est une fédération européenne qui promeut et qui défend les métiers de l'accompagnement, donc coaching professionnel, supervision, mentorat. Dans le bureau Occitanie-Ouest, donc on organise en alternance tous les 15 jours des matinales et des after-work sur des thèmes variés. Donc, on vous présentera tout à l'heure la suite du programme. Mais pour l'heure, je vais laisser la parole à Caroline, avec qui je co-anime ce soir. On est toutes les deux membres du bureau et membres de la commission entreprise et organisation. Et je vais lui laisser le soin et le grand plaisir de présenter notre invité de marque, Alain Cardon. Alors oui, il me revient la tâche de présenter notre invité de ce soir. Et donc, quel invité? Alain Cardon. Alors, vu le nombre de participants qui étaient inscrits à l'Afterwork, on s'est dit, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de présenter Alain Cardon? Et on a répondu oui, on va bien se faire ce plaisir. Alors, j'ai d'abord appris, Alain, permets-moi de t'appeler Alain, quand j'ai cherché des informations sur toi, que tu as un homonyme sur Wikipédia. Un autre, Alain Cardon, le comble. Alors, lui, il est physicien, mathématicien spécialisé en intelligence artificielle. Mais sur Wikipédia, ben, rien de rien sur toi, le vide, le néant absolu. Alors, de là à se dire que cette injustice n'est que le reflet d'un monde cartésien où l'on pense pouvoir tout mettre en équation, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai cependant pas. Alors, qui es-tu, Alain? Diplômé en sciences sociales et en ethnologie, je note que ça nous fait un premier point commun. Diplômé aussi en psychologie de l'éducation, tu es un ancien membre enseignant de l'Institut français de l'analyse transactionnelle. Et je rajoute, Alain, que moi aussi, j'adore la thé, ce qui nous fait déjà 2 points communs. Tu es aussi expert de l'association Progrès du Management, consultant et coach depuis 1976, maître coach certifié par l'ICF depuis 2002, formateur, superviseur de coach en France, mais aussi en Belgique, en Espagne et en Roumanie notamment. Tu es animateur du réseau de coach Métasystème et tu as aussi à ton actif de nombreux articles et publications et plus d'une quinzaine d'ouvrages sur l'analyse transactionnelle, le management et le coaching. Alors, tu te définis comme n'étant héritier d'aucune école particulière ni d'aucun cadre culturel spécifique. Tu es néanmoins reconnu par la profession comme un spécialiste de l'approche systémique et tu accompagnes des dirigeants, des équipes et des organisations. Alors, quand on se promène sur ton site, Métasystème Coaching, on apprend beaucoup de choses. Polyglotte, ta carrière s'est développée à l'international et bien au-delà des frontières de l'Europe. On te découvre généreux, tant ton site est riche de références, d'articles, de partages sur ton métier, ta vision ou tes méthodes. On te devine aussi plein d'humour quand tu partages des recettes de cuisine sur le cardon ou bien un article que j'ai beaucoup aimé sur cette plante dans lequel on apprend notamment que le cardon a des côtes fines, nombreuses et bien pleines, un feuillage argenté, de nombreux piquants et qu'il est aussi polygame. Enfin, tu l'auras compris, Alain, nous sommes à l'EMCC très honorés de ta présence et nous espérons que ces 2 heures en notre compagnie te procureront autant de plaisir qu'à tous les participants de ce webinaire. Allez, maintenant, je me tais. Place à l'intimité du silence. Bon, l'intimité du silence, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est un peu paradoxal de faire une conférence sur le silence, mais bon, ça m'est arrivé de faire cet exercice un certain nombre de fois. Et en fait, pour bien faire, mon propos aussi, c'est de vous proposer de vivre une expérience pour un certain nombre de volontaires, et donc d'avoir une séquence en sous-groupe pour qu'un maximum de volontaires puissent l'expérimenter. Et donc, pour donner du temps à nos gentils organisateurs, nos géos, là, dans mon passé, j'ai aussi fait un petit parcours au Club Med à une époque quand j'étais post-adolescent, heureusement. Et j'ai aussi été coach du Club Med à une époque beaucoup plus tardive.
Donc, ça, c'est les clins d'œil au géo. Donc, avant de démarrer, si c'est possible, il nous faudrait 8 volontaires coach. Alors, si vous êtes volontaire coach, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer votre attention, les organisateurs? Alors, si vous êtes volontaire coach, il faudrait renommer votre vignette en mettant un 0 devant. J'insiste sur le devant parce que des fois, c'est tronqué vos noms. Donc, vous allez dans les 3 petits points qui sont sur votre vignette en haut à droite, vous faites renommer et vous rajoutez un 0 pour les coachs volontaires et on prendra les 8 premiers qu'on voit identifiés en parcourant les écrans. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vois déjà un 0 chez Benoît et chez Anne sur mon écran, mais il y a 3 écrans, donc il faut se balader un peu. Super, ouais. Je vais regarder également. Merci Alain. J'ai aperçu Daniel, je crois. Caroline, est-ce que tu arrives à… Alors, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais on n'avance pas si on n'en a pas 8. Alors, ça, c'est des volontaires coach. Alors, donc on a Benoît, Fabricia, Soraya, Sylvie, je pense que tu t'es mise aussi, tu as mis 01, Anne. Je pense que le compte ne doit pas être loin d'être… Attends, Benoît, Fabricia, Soraya, Sylvie, Angélique. Daniel. Ouais, Anne, Anne-Catherine, Daniel. Voilà. Angélique. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il nous… 7, sinon ça peut aller, puisqu'on est 56, donc c'est bon. Encore un. Ah, tu préfères encore un là? Allez. Ça nous donnera de la variété, donc ça fera 8 groupes. Allez. Il y a quelqu'un? Alors, s'il y a comme on a 3 écrans, si une personne vient de se porter volontaire, qu'elle puisse nous donner son nom à l'oral. Ah, il y a Jean-Pascal aussi, parce que du coup, quand on va dans la liste des participants, l'intérêt d'avoir mis le 0, c'est qu'ils sont en haut. Donc, c'est bon. Ah, génial. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, pour les coachs, proposés. je donnerai des consignes précises pour les coachs. N'oubliez pas que vous êtes coach pour écouter les consignes quand on y vient. Maintenant, il nous faut autant de clients, parce qu'un coach sans clients, c'est quand même triste. C'est ça. 8 clients, s'il vous plaît. Alors, les clients prêts à travailler sur un sujet de votre choix, professionnel, personnel et tout, mais avec un thème de travail assez clair sur lequel vous pouvez avancer. Et du coup, pour les clients, on vous propose de faire le même exercice en mettant un 1 devant, s'il vous plaît, devant votre prénom, devant votre nom de vignette. Une excellente opportunité pour travailler sur soi, n'hésitez pas. Donc, vous serez en sous-groupe, donc en relative confidentialité. Bien entendu, tout ce que vous dites doit être respecté au niveau confidentiel. Cela dit, prenez des sujets qui ne sont pas forcément trop impliquants pour vous. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous impliquer aussi si vous êtes prêt à y aller. Alors, sur mon écran, je vois un seul. Alors, on a 3 volontaires pour l'instant. 4, Christine, Hélène, Thierry, Florence, Sarah, 5. Il nous faudra encore 3 autres personnes, si j'ai bien compté. Marine. Chloé, super Chloé. Marine. Hélène, je ne sais plus si je t'ai compté, excuse-moi. 3. Mais je pense que c'est bon là. Il y en a un par ce groupe, c'est bon? Je pense. On avait dit 8. J'ai noté Christine, Hélène, Sarah, Thierry, Marine. Il en manque un, je pense. Il doit manquer un client. Je crois. J'ai du mal à faire défiler correctement, mais je pense qu'il manque un client. C'est un dernier volontaire. Ouais. Ah, je crois que c'est bon. C'est qui? Alors, je ne sais plus. Céline, ouais, que je n'avais pas dit. Il me semble qu'il y en a même 9. Hein.
Ouais, bah, entre le moment où je l'ai dit, ça doit être bon du coup. Merci à tous. Alors, Euh, juste pour qu'ils sachent, est-ce que tu peux donner leur nom? Tu l'as sous la main ou pas? oui, alors je vais redire les coachs d'abord et ensuite les clients. Donc en coach, on a Benoît, Fabricia, Sylvie, Soraya, Angélique, Anne-Catherine, Daniel, Jean-Pascal. Ensuite en client, on a Céline, Chloé, Christine, Hélène, Thierry, Florence, Marine et Sarah. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, Caroline va vous dispatcher dans les salles et du coup, les autres, bah, vous serez les observateurs et Alain va nous expliquer tout ça. Oui, oui. Donc, les autres, donc tu peux éventuellement les dispatcher, déjà préparer tes salles avec aussi les observateurs plus ou moins égales dans chacune des salles. Donc, il peut y avoir plusieurs observateurs dans chaque salle. Alors, le temps que tu fasses tout ça pour préparer les salles, on peut commencer quoi, on peut se préparer. Je vais donner les consignes. Ce que je propose éventuellement, bon, en introduction, bien entendu, tout le monde sait que l'écoute, c'est quand même assez central dans le coaching, que le silence fait partie de l'écoute. Autrement dit, pratiquement, on pourrait dire l'écoute, c'est par les oreilles. Beaucoup de gens parlent d'écoute active, en fait. J'aime l'expression. L'écoute active, c'est intéressant comme expression parce que ça pousse à être actif dans l'écoute et peut-être de trop en faire. En fait, l'écoute, c'est réceptif. Alors, être réceptif, c'est actif, mais c'est une écoute réceptive dont il s'agit. C'est-à-dire que les oreilles, quand elles écoutent, elles ne s'agitent pas, elles ne bougent pas. Il y a rien d'actif, mais elles reçoivent. Et bien trop souvent, quand on parle d'écoute et de technique d'écoute, il y a beaucoup d'énergie mise dans pas mal de choses qui peuvent parasiter une écoute vraiment réceptive. Alors, bon, ce sera intéressant de vivre l'expérience que je vais vous proposer. C'est juste une expérience, c'est pour la vivre. Alors, même en tant qu'observateur, alors je vais déjà décrire la fonction, le rôle des observateurs. Surtout, vous n'intervenez pas. Alors, c'est utile de garder votre micro éteint. Et ne vous agitez pas si jamais on vous voit, parce que les deux autres, je vais vous proposer en tant que coach et client de vous épingler. Alors, je ne sais pas si vous savez épingler sur Zoom, mais si vous mettez votre curseur sur la photo de l'autre, donc le coach devra mettre son curseur sur la photo du client. Il y a 3 petits points en haut à droite qui se dégagent. Et si vous cliquez sur ces 3 petits points, il y a discuter ou épingler. Quand vous épinglez quelqu'un, il y a, son visage prend tout l'écran, vous l'avez en principal devant vous. Vous ne voyez pas les autres qui sont plutôt sur le côté. Donc, le coach, quand il démarre, quand vous êtes en sous-groupe, vous épinglez votre client que vous allez découvrir dans votre sous-groupe. Et il faudra demander qui c'est. À la limite, le client fait un geste pour dire qu'il est client, le coach fait un geste pour dire qu'il est coach. Mais vous épinglez l'un l'autre, ce qui fait que vous ne verrez que votre client ou que votre coach et les autres participants au sous-groupe seront sur le côté. Vous pourrez vous concentrer dans votre bulle de coaching. Donc, pour reprendre, les observateurs, bien entendu, seront sur le côté et sont silencieux, ont mis leur micro en sourdine. Le client, bien entendu, va travailler, donc son micro n'est pas en sourdine, ce sera une façon de situer qui c'est. Le client démarre dès le début. Vous savez ce que c'est qu'une situation de coaching. Donc, centrez-vous sur votre sujet et avancez le plus loin possible sans forcément trop tenir compte de ce que le coach va faire parce qu'en fait, il va surtout écouter. Donc, le client est adulte, vacciné, responsable, c'est de quoi il en retourne dans son sujet, sait vers quoi il veut avancer.
Donc, en tant que client, vous tracez en vous centrant sur votre préoccupation. Alors, le coach garde aussi, parce que c'est intéressant d'avoir le visuel, le coach et le client ne se mettent pas, n'éteignent pas leur vidéo, hein, vous voyez l'un l'autre, mais je vais demander au coach de vraiment roder le silence, et pour vraiment pratiquer ça, c'est lui aussi de se mettre en sourdine, autrement dit, de couper son micro. Autrement dit, ce n'est pas une option de mettre votre micro, ce n'est pas une option de dire quoi que ce soit, et de passer vraiment tout le temps de cette expérience en écoute, juste en écoute. Donc, ne branchez pas votre micro, restez en écoute. Ce qui veut dire que du côté du client, ne vous attendez pas à ce que le coach dise quelque chose, ce n'est pas la peine de lui poser des questions et d'attendre la réponse, parce que de toute façon, il ne peut pas parler. Les consignes sont claires. Donc, est-ce que les groupes sont prêts? Alors, presque, je suis en train, mais ça ne devrait pas prendre énormément de temps. On est en train de les faire. Ok. S'il y a des questions, là, est-ce que quelqu'un veut poser une question sur les consignes? Elles sont claires. Et pensez à utiliser plutôt votre micro pour poser les questions plutôt que le chat, comme le proposait Alain. Oui. Ne mettez rien dans le chat, je ne le lis pas, je ne le vois pas, et ça ne me concerne pas. Et d'ailleurs, Jean-Pascal qui demande si on peut bouger les oreilles. alors, Vous avez... essayez de rester vraiment concentré sur l'expérience et de poser des vraies questions pour qu'on commence à se concentrer là sur une écoute profonde, parce qu'on pourrait partir en blagues et autres. Donc, si vous avez des vraies questions sur les consignes, elles sont claires, elles sont bonnes? Oui. Est-ce que le coach fait une introduction, une conclusion quand même, ou vraiment tout le long il est en ne peut silence? rien faire, son micro est coupé, donc il ne dit rien. D'accord, merci. Vas-y Thierry, tu voulais poser une Oui. question? Vous n'avez volontairement pas donné de durée? J'ai volontairement pas donné de durée. Vous travaillez vraiment en vous centrant complètement, parce qu'il ne s'agit pas de jouer la montre ni rien, et remarquer, et tout le monde observer vraiment le détail du détail de ce qui se passe, et essayer de sentir ce qui se passe derrière les scènes. Okay? Donc, vraiment observer et développer votre présence là. Les groupes sont faits? Oui. Oui, il y avait encore 2 questions, Alain. Il y avait Daniel, je t'ai vu lever la main. Oui, c'est juste pour savoir si je peux dire bonsoir au moins. Non, vous avez votre micro coupé. Et Oui, j'ai répondu entre-temps. Ouais. après, il y a Juliette qui demandait, en tant qu'observateur, s'il y aura un temps de débrief après. Alors après, on va vous donner un signal, vous le verrez sur votre écran, ça y est, vous pouvez passer au débrief. Et vous pouvez débriefer pendant un temps en sous-groupe. On ne va pas vous donner beaucoup de temps parce que le danger, c'est que vous rentriez dans des tas de discussions. Donc, ce qui sera intéressant, c'est plutôt d'avoir un débrief rapide dans votre sous-groupe, que le coach dise 2-3 choses sur comment il a vécu ça, mais juste des phrases courtes, hein, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de s'éterniser, et que le client dise comment il a vécu ça. Alors, c'est surtout intéressant, bien entendu, d'écouter le client d'abord, mais on ne va pas vous laisser beaucoup de temps parce que c'est intéressant d'en parler en grand groupe. Il se passe énormément de choses, et puis on aura la variété des expériences de chacun des groupes. Okay. Donc, c'est bon les groupes là? Oui, c'est bon. OK. Donc, on vous revoit très vite. 1, 2, 3, top chrono. Allez-y. Ça fait peur. Hein. Alors. Il y a Bernard qui n'a pas l'air de partir parce que ceux qui partent, ça se fige. Ah oui, donc les 3 là ne sont pas dans des sous-groupes, enfin les 2.
Non, c'est juste Bernard, en fait. Oui, c'est juste Bernard. Vous avez un souci? Benoît, normalement, tu es bien affecté, je vois. Ah, mais oui, c'est parce qu'il est parti, donc c'est Bernard. Non affecté, moi, j'en ai que 2, hein, en fait. Oui, Bernard et Mivon, c'est ça. Plus que Bernard. Mais moi, du coup, je vois pas comment rejoindre ma salle. Ah, mais tu m'avais dit que tu restais. Ah, mais je veux bien, mais comme après, j'ai vu que tu avais juste non affecté 2 personnes, je me suis demandé si tu m'avais affecté ou pas. Je peux. Non, mais sinon, c'est bon pour moi. Sinon, je te mets en salle 3, Agnès. Bah, si tu n'as pas besoin de moi, mets-moi en salle 3 alors. Ok, Allez, merci beaucoup. va regarder salle 3, c'est intéressant. Bon, donc là, ils sont partis. Est-ce que quelqu'un a un petit timer qui pourrait mettre autour de 8 minutes? Oui. Oui. Alors, à 8 minutes, je ne sais pas si tu sais faire, mais est-ce que tu peux mettre un truc qui passe à travers leurs écrans en disant vous pouvez commencer votre temps de débrief en commençant par le client. Alors, diffuser un message à tout le monde. Alors. Mais ne l'envoie pas. Hein. Non, non. Est-ce que tu as une montre, Sandy, pour compter 8 minutes? J'ai l'horloge à l'ordinateur, donc c'est bon. En commençant par le client, Alain. Pardon? En commençant par le client. En commençant par le client, oui, parce qu'on ne va pas leur laisser trop de temps parce que ça risque de rentrer dans des discussions. C'est mieux de le faire en grand groupe. Et là, je ne sais pas, la personne qui parle passe sur mon écran principal ou est-ce qu'il faut que je me balade entre les 3 écrans pour voir qui parle? On ne sait pas. On verra. Oui. Ok, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça surprend tout le monde, bien entendu. Ouais, moi, j'avais eu l'occasion de faire une expérience assez similaire dans une formation. Je pense que c'était autour des émotions. Et c'est vrai que c'est assez particulier à vivre et très riche. Enfin, je n'ai pas dit, c'est une séquence parmi des tas de séquences pédagogiques que j'utilise dans la formation au coaching systémique. Et on le fait d'une façon vraiment approfondie. Et c'est fou la richesse d'une expérience de 8 minutes où le coach ne parle pas. Il ne dit rien. Et on voit vraiment de tout. Vraiment de tout. Je ne l'ai pas fait en formation, mais sur une conférence un jour, on nous demandait de nous retourner et de regarder, voilà, la personne, elle ne parlait pas, mais de se regarder sans un mot pendant… Oui, ça c'est connu en développement personnel. Mais l'espace du client est un espace linguistique. Normalement, le coach, c'est accompagner le dialogue de l'autre, donc il a besoin de parler. Mais là, en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on ne l'interrompt pas et qu'il y a vraiment un silence et une bonne écoute, il approfondit son dialogue d'une façon naturelle, il va de plus en plus profond, il creuse, il creuse, il creuse. Dès qu'on l'interrompt, on l'empêche d'avancer. Mais cette expérience, vraiment, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. On ne nous entend pas. On ne nous entend pas encore. Tu viens d'arriver ou tu es Laurence? Excusez-moi, est-ce que j'enlève l'enregistrement là peut-être pendant la… De toute façon, ça n'enregistre pas. Ah, d'accord. Ok. Je pense. Laurence? Laurence? Ah, on ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends pas. Ton micro est coupé. Ton micro en bas à gauche. Il faut cliquer sur le micro en bas à gauche de ton écran. Il y a un petit micro, ça dit muet. Il faut le mettre en piste. Ah, voilà, tu l'as cliqué et recliqué. Il faut le cliquer une seule fois.
On t'entend pas. Ah, Ça voilà. y est? Ah, Ça y est. c'est bon. Bonsoir. Pardon, bonsoir, désolée, je suis très en retard. D'accord. Pas de Alors, souci, non. on peut t'expliquer et te mettre dans un sous-groupe. Il y a un sous-groupe où tu vas, mais tu coupes ton micro, tu seras observatrice. D'accord. Et il y a un coach et un client qui seront sur l'écran. Je ne sais pas si tu sauras qui est le coach. Devant son nom, en fait, il y a un 0. Mhm. Et il n'a pas le droit de dire grand-chose. Donc, c'est que le client qui parle. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer le coach, bien entendu, en tant qu'observatrice. Et puis, au bout d'un moment, on arrêtera l'expérience et on fera revenir tout le monde. Ça te va? Très bien, parfait. Bon, super. Je Pense bien retiens. à couper micro et caméra. Pour le coup, ça sera peut-être moins perturbant en arrivant au milieu. Oui, Ouais. alors je le fais tout de suite. Allez, Il faudra peut-être que tu le refasses dans la salle, je ne sais plus, mais bon. j'affecte à la salle 8. Il leur reste combien de temps là? 3 minutes. 3 minutes, c'est bien. Ouais. Après, c'est un travail pour le coaché. Je trouve que c'est un travail pour le coach aussi de rester et Ah bah, bien sûr. de laisser et de laisser s'exprimer. C'est pour ça que je coupe le son, parce que la bonne moitié des coachs ne peut pas s'empêcher de parler. On donne des consignes strictes. À la limite, si on met pas un scotch sur la bouche, il parle. Donc là, avec Zoom, il y a le loisir de lui dire, tu coupes le son, tu ne le remets pas. Mais tout de suite, on voit des gens, on ne fait pas une introduction, on ne fait pas une synthèse. Non, dites rien, c'est quand même clair. Mais ils veulent se mettre en avant. L'angoisse de la page blanche. C'est ça. Puis, Mais c'est ouais, même ça, pas la leur, c'est même pas la leur, c'est donner la page blanche à l'autre. ouais, c'est ça. C'est vrai que ça se travaille, hein, cette notion du silence. Alors, j'ai rien dit sur moi, mais c'est peut-être intéressant de faire une introduction. À un moment donné, j'aurais pu la faire avant, en fait. Mais ouais, peut-être avant de faire le débrief, pour leur donner le temps de se calmer un peu. Il reste 1 minute, Alain. Ouais. Dans 1 minute, je diffuse le message. Je diffuse le message, puis on comptera 2-3 minutes de plus, et puis on les ramène tous. Okay. Parce que l'air de rien, c'est une demi-heure qui est passée là. Voilà, bah, je ne sais pas après à la seconde près, mais j'avais noté 7h03. Alors, Allez, Bon, j'envoie. allez, tu peux leur mettre le message, c'est bon. Maintenant. C'est bon. Et donc en Roumanie, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais que, en fait, je suis venu parce que j'avais quelques interventions, mais il y a une bonne panique en Roumanie parce que le Covid reprend très fort. Et du coup, on a décidé de passer en ligne. Il y avait quelques étrangers qui venaient pour ça et ils se disaient, je ne sais pas si je veux venir, tout. Donc, une semaine avant, on a dit, bon, ben, on bascule tous en ligne. Les Roumains étaient d'accord. Et moi, j'étais ici, donc j'ai fait d'ici. En fait, presque tout ce que je fais maintenant est en ligne de toute façon, que je sois en France ou en Roumanie, ça ne change pas grand-chose. Mais on comptait le faire en salle.
Alors, il faut que je revienne en novembre. Il y a des trucs en salle aussi. Peut-être que ça basculera en ligne. On s'adapte. Tu vas souvent du coup en Roumanie? Ah oui, ma femme est roumaine et on a développé 50% d'une activité ici, 50% en France et 50% ailleurs. On voyage pas mal. Ça fait des grosses journées. C'est ça, Et beaucoup de 50%. c'est ça. Un point du temps de Oui, il y a ministre. des périodes de plein bourg et puis il y a des périodes assez calmes. Mm. Mais c'est un peu comme nous, en fait, ça ne change pas grand-chose là où on se situe de nos jours. Si c'est en ligne, on s'arrange. Mm. Et même avec des Roumains, j'ai plein de rendez-vous demain. Après-demain, un travail avec qui? Oui, avec ICF Synergie, qui est en Belgique. Il y a la conférence de Vincent Lénart là, qui va faire un show pour ICF Synergie. Donc là, je vais y aller en participant, pour soutenir mon pote. Ça fait à peu près combien de temps là qu'ils sont en débrief? 2 minutes à peu près. Ouais, voilà, 3, ça fait 3 maintenant. 3 maintenant. Ouais, Oh. 3, c'est ça. Allez, on va les interrompre la bouche ouverte, on les ramène. Et en plus, je crois que ça leur rajoute 1 minute additionnelle quand on les interrompt, non? Qu'ils auront un bonus. Ouais. Non, j'ai enlevé les 30 secondes. Ah, t'as enlevé? Ok. 3, 2, 1, go. C'était un peu brutal. Très brutal. C'était, bah oui, Ouais, ce que j'allais dire, ça a été un Oh. peu. on n'a pas eu le temps de débriefer Je avec peux le même pas gros. finir la Violent. phrase. Oui, non, Merde. c'est un peu fait exprès, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'entre vous, il y a un travail et des choses à échanger, mais en fait, l'illustration est faite et c'est intéressant de faire un débrief en grand groupe, que tout le monde profite de la variété des expériences surtout et des perceptions, parce que même en tant qu'observateur, on peut percevoir des choses très distinctes. Mais je vais vous donner un petit peu le temps de laisser retomber un peu l'énergie et la frustration en donnant quelques indications quand même un peu préalables sur d'où je viens. Parce que, bon, vous êtes EMCC, personnellement, je suis ICF, ce qui est vraiment peut-être tout à fait pareil, tout à fait différent, j'en sais rien. J'ai beaucoup pratiqué l'ASF Coach plus que le MCC. Le MCC, je dois dire, c'est la première fois que je suis invité par le MCC à faire quoi que ce soit, donc c'est une grande première. Je suis très, très heureux d'être là. Mais je ne suis pas tellement raciste que ça. Une association de coach, pour moi, c'est très bien. La SF Coach, en gros, on pourrait dire, c'est le village gaulois qui a son barde, son obélix, etc. Je trouve, et qui, par rapport à l'ICF, c'est l'envahisseur américain ou romain, si on veut. Alors que le MCC, son origine, pas en France, mais l'origine de l'EMCC véritable est en Angleterre. Donc là aussi, entre les Gaulois et les Anglais, il y a une longue histoire. Tout ça, ça m'amuse un peu, mais en fait, c'est différents éclairages sur le coaching. Alors, ça n'empêche que dans mon héritage ICF, j'ai longtemps été très centré sur leurs compétences, leurs définitions et tout, et puis j'ai cherché à faire les miennes. Et quand je suis arrivé avec l'approche système que je pratiquais déjà en tant que consultant avant d'être coach. J'ai passé ma certification ICF en 2002, donc ça doit faire maintenant presque 20 ans. Et j'ai passé 10 ans. Alors ça, c'était pour moi relativement facile parce que je pouvais démontrer un coaching, mais très vite, ils m'ont demandé d'être assesseur
à l'ICF, donc de dire aux uns aux autres, tu es coach de tel niveau ou pas de tel niveau. Et là, j'ai trouvé une grosse responsabilité. Donc, je me suis vraiment penché sur le détail du détail de chacune des compétences pour pouvoir évaluer presque au décimal près la note que je donnerais à quelqu'un qui petit à petit s'additionnerait pour chaque chose qu'il fait, qui s'additionnerait à une évaluation de compétences. Et à pouvoir lui dire, bon, ben, de tel niveau, ACC ou PCC ou MCC. Cette responsabilité m'a un peu poussé donc à prendre très au sérieux une étude approfondie des différentes compétences et de leurs marqueurs, c'est-à-dire à quoi ils se voient, à quoi ils se mesurent. Et c'est là qu'on m'avait demandé à l'époque aussi de superviser des coachs. Et avec ce travail, il y avait beaucoup de gens que j'avais en supervision. Je me disais, mais qui c'est qui a dit qu'ils étaient coachs, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Et un beau jour, du coup, j'ai commencé à développer une formation de coach pour trouver en supervision les coachs que j'aimerais avoir en supervision, mais avec une approche vraiment tatillonne sur chacune des compétences et avec un éclairage aussi systémique qui est un héritage que j'ai depuis les années 80, un peu après l'analyse transactionnelle. Donc, en fait, je ne cherche pas tellement aujourd'hui. Au bout de 10 ans, j'ai arrêté mon truc d'assesseur à l'ICF et je suis beaucoup moins impliqué formellement dans l'ICF. Je n'ai jamais été président ni quoi que ce soit au niveau des régions, ni rien. J'ai toujours pensé que si j'avais une école et que je me faisais élire dans une association de coach, il y aurait conflit d'intérêts parce que les deux s'adressent aux mêmes personnes. Une école s'adresse à des coachs, une association de coachs s'adresse à des coachs, donc on pourra toujours dire que je me fais élire pour me mettre en avant mon école. Et j'ai toujours refusé donc de m'impliquer dans la politique, si je puis dire, ou l'organisation, mais j'ai toujours été volontaire. Quand on me demandait de faire quelque chose, je disais avec grand plaisir, je le faisais, mais d'une façon restreinte, pas dans l'organisation. Donc ça, c'est pour mon implication ICF. Mais je suis assez conscient qu'entre l'ICF et l'ASF Coach, il y a un énorme écart de cadre de référence dû à son histoire. Et je m'attends à la même chose avec le MCC. Ne sachant pas de quelle école vous venez, comment vous êtes. Je ne sais rien de l'EMCC, je ne sais rien de comment ils évaluent les gens, comment ils les certifient, tout ça. Donc, je suis en territoire vraiment inconnu. Alors, ça ne m'embête pas, mais j'imagine que vous allez vivre un choc, parce que quand il y a différence flagrante de cadre de référence, généralement, il y a un choc. Donc ça, c'est une introduction pour dire, je ne prétends pas détenir une vérité ou une réalité. Il y a autant de vérités de coach qu'il y a de coach, sinon plus. Je prétends simplement dire, voilà, je suis maître coach certifié de l'International Coach Fédération. À ce titre, j'ai un genre de tampon de validation d'une association internationale. Et à ce titre, je peux me permettre de dire ce que je pense et d'être très créatif parce que je suis prévalidé. D'ailleurs, je trouve que c'est excellent de devenir maître coach certifié parce que ça libère. Finalement, on peut dire ce qu'on veut. On est prévalidé. Alors, ça donne une responsabilité aussi de ne pas dire n'importe quoi, de vraiment réfléchir à ce qu'on va dire. Mais c'est assez libérateur. Et en fait, je crois que je me suis développé beaucoup plus après être devenu MCC qu'avant. Autrement dit, c'est le début d'une aventure d'exploration approfondie, parce que je le faisais pour moi et non pas pour m'insérer dans une organisation ou dans un système, mais parce que j'étais aspiré par la recherche que je faisais. Alors, j'ai mis pas mal de tout ça récemment sur papier grâce au Covid. J'avais effectivement une quinzaine de livres, je dois maintenant en être à 22 parce qu'il y en a facilement 6 ou 7 sortis depuis 2 ans qui sont
qui étaient des projets de livres qui étaient déjà commencés. J'avais des tas de dossiers à droite à gauche, mais je ne les avais jamais finis. Donc, grâce à Covid, j'ai fini 6-7 livres depuis 2 ans. Il y en a un qui vient d'ailleurs, que je suis en train de préparer à sortir. Et ils sont tous assez accessibles sur Amazon ou Kindle Books. Je ne suis pas passé par un éditeur officiel, donc ils ne sont pas en librairie, mais ils sont accessibles en ligne. Vous pouvez les commander sur Amazon Books ou Kindle. Il suffit de chercher Alain Cardon, MCC, bien sûr. Vous ajoutez MCC pour me différencier de l'autre, qui d'ailleurs a des livres chez mon éditeur officiel, c'est-à-dire Erol. Donc, il y a 2 auteurs chez Erol qui ont le même nom. Ce qui fait que maintenant, j'ajoute MCC à la fin pour différencier, parce que sinon, il y a confusion. Alors, pour revenir maintenant à votre expérience, est-ce que ce serait intéressant d'écouter par pair le débrief d'un coach et d'un client? Est-ce qu'il y en a 2 là qui veulent bien commencer pour parler de leur expérience, soit le coach, soit le client? Il faut mettre votre son, hein, si vous êtes en train de parler, j'entends rien. Angélique, je peux commencer? Vas-y, Angélique. Allez, Angélique, tu étais quoi? J'étais avec Thierry. Thierry. Ouais, moi, j'étais coach. Alors, je vois Thierry. Angélique, je ne sais pas si tu es sur un… Ah, tu es là-haut, d'accord. Donc, vous êtes tous les 2 sur mon écran, c'est génial. Alors, qui commence? Qui dit quelque chose? Je peux commencer. Donc, j'étais la coach qui devait faire silence. Au moment du débriefing, j'ai pu exprimer que le récit que Thierry a fait était plutôt clair pour moi. Après l'expérience du silence, je le pratique déjà en coaching. En revanche, ce qui m'a plus gênée, c'est que j'ai l'habitude aussi de faire des verbatims. Oui, oui, ok. Et là, je n'ai pas pu le faire. Oui, ce que j'appelle des ponctuations, mais en fait, s'il te voit bien, il sait si tu es présente ou pas, il n'y en a pas besoin. Et donc voilà, j'ai essayé d'accentuer un peu mon langage non verbal, mon regard, ma gestuelle, pour lui montrer que j'étais en écoute, en réception, écoute réceptive avec lui. Et oui, ça a été un exercice intéressant. Après aussi, c'est faire silence dans sa tête, c'est faire silence avec ses mots. Et c'est apprendre aussi à être complètement avec le coaché et faire silence dans sa tête, ça veut dire oublier peut-être les parasites qui sont autour. Donc, et tu en as vécu? J'ai essayé d'être vraiment avec Thierry. Donc, je n'ai pas regardé les observateurs, j'ai vraiment… Puis j'ai épinglé comme vous aviez conseillé. Ouais, donc, mais tu as senti à différents moments que tu étais parasité ou pas? Oui, parce que j'ai pris des notes. Et comme je ne connaissais pas le débriefing, j'ai pris des notes sur son récit parce que je ne savais pas ce qu'on allait dire. Et donc, ça peut être un parasite pour moi. Mais j'ai besoin de cette mémoire visuelle, kinesthésique et visuelle dans la prise de notes. Alors, je te proposerais, si jamais tu refais l'expérience, de ne prendre aucune note. C'est de l'énergie que tu enlèves au client et il a dû le sentir. Ok, très bien. Je laisse Thierry présenter son expérience. Merci. Est-ce que tu prenais des notes en continu ou tu prenais des notes… Non, quelques mots-clés. Des mots-clés. Mais j'ai fait en continu sur la période du récit. Enfin. Ouais. Je peux dire exactement ce qu'il est. Non, non, non. Voilà. Non, mais non. Alors Thierry, comment tu as vécu Alors, moi j'ai vécu comme un vrai moment face à moi-même. C'est-à-dire que oui, j'ai vu qu'Angélique m'écoutait, j'ai vu qu'elle n'était pas endormie, qu'elle faisait pas autre chose, j'ai senti une attention, mais en même temps, j'étais
Et je ne parlais qu'à moi, d'une certaine façon. Et j'ai même eu l'impression d'être un peu, comment dirais-je, j'étais embêté qu'on ne m'interrompe pas ou que on ne me recadre pas, peut-être. J'avais l'impression de partir dans des digressions. Est-ce que tu t'es interrompu toi-même? Tu as eu des moments de silence? Non. Par contre, j'ai dit moi-même, bon, je vais y revenir, alors il faudra que je parle de ça, ou euh, voilà. Est-ce que tu as gardé tes yeux sur la coach ou est-ce que tu as senti par moments que tu regardais ailleurs en cherchant en toi? Oui, je faisais un peu comme ça, là, je regardais sur le côté, autour de l'écran, euh, plus que, et je pense que je l'ai fait presque plus souvent que de regarder l'écran. D'accord. Donc, parce que un indicateur, ça c'est angélique, c'est que quand le client travaille vraiment, il ne regarde pas le coach. Si le client regarde le coach, c'est pour voir l'effet de ce qu'il dit sur son public. S'il regarde ailleurs, c'est qu'il cherche. Alors, il regarde peut-être en bas, en haut, etc. Mais attention, de temps en temps, il va lever le nez pour voir si tu es là. Si à ce moment-là, tu regardes ailleurs, il se sent tout seul. Si à ce moment-là, il sent que tu es vraiment présent parce que tu le regardes, il va continuer son truc. C'est juste pour checker qu'il n'est pas tout seul. Mais c'est étonnant, donc, Thierry, que tu n'aies pas cessé ton discours à un moment pour dire, mais qu'est-ce que je raconte là, où est-ce que je vais, pour te relancer autrement. Donc, il n'y a pas eu de silence du tout. Non, mais j'avais une situation un petit peu complexe et je suis plutôt parti un peu peut-être dans trop de détails et donc j'avais un trop plein à déverser et je me suis pas arrêté. D'accord. Ce qui correspond en deux mots, ton sujet, c'est quoi? Sans rien dire de confidentiel, mais en deux mots, c'était de quel ordre? C'était un sujet relationnel avec une N+1. D'accord. Parce que, en gros, tu travaillais en espérant qu'elle t'interrompe, mais tu ne t'interrompais pas. Hein. Comment ça s'applique à ta situation avec ton N+1? D'aller dans du surdétail et de remplir l'espace en espérant qu'elle t'interrompt et qu'elle te donne une direction ou quelque chose. Il peut y avoir de ça. Autrement dit, c'est intéressant en tant que coach que tu te dises comment est-ce que le client répète avec moi Hein. le processus de son sujet. Oui. Donc, il travaillait et remplissait en espérant que tu interviennes pour que ça l'aide à se diriger. Mais finalement, Oui. il manque un peu de direction ou d'autodirection. Ou je peux aussi être dans le cadre d'une personne qui occupe beaucoup d'espace et donc du coup je n'ai pas envie de lui laisser m'interrompre, la laisser m'interrompre. En tout cas, elle n'avait pas le droit, donc tu la laisses. Ouais, pas le droit. Ouais. Mais en fait, tu ne t'interromps pas non plus. Ouais. Autrement dit, un silence, c'est qu'est-ce que je fous là, où est-ce que je vais, pourquoi je raconte ça, est-ce essentiel, où est l'essentiel, et puis je me redirige. C'est intéressant d'avoir des temps d'arrêt pour se diriger soi-même. On va peut-être entendre ça, que ça s'est produit dans d'autres groupes, mais là, ça donne une caractéristique particulière à la relation, sachant que, bon, probablement, si Angélique avait eu le droit à la parole ou la possibilité de le faire, à un moment, elle aurait dit, bon, ben, il faut arrêter la masse qu'il dépose pour qu'il se retrouve, quoi, parce que sinon, il va continuer à en déposer pendant tout le temps, quoi. D'autres choses que tu as ressenties dans ton...
Qu'est-ce que j'ai pu ressentir d'autre? Que tu as ressenti quand elle prenait des notes? Non. Donc, vraisemblablement, quand je suis revenu sur l'écran, c'était dans les bons moments. Oui, ou elle a gardé son regard vers toi sans regarder vraiment où elle écrivait, juste en baissant les yeux, comme il y a un reflet dans les lunettes, ça ne se voit pas trop. Donc c'était subtil, quoi. Oui. Et puis elle a dit, elle écrivait juste un mot pour ne pas l'oublier, mais tu n'as pas remarqué. Non. Est-ce que tu as remarqué son rythme? Tu sentais qu'elle t'écoutait vraiment, quoi. Oui. En fait, j'ai remarqué, oui, j'ai vu. Alors peut-être que ça pouvait être perturbant à un moment. J'ai perçu qu'elle bougeait et qu'elle cherchait à me montrer qu'elle m'écoutait. Ah, donc tu sentais que c'était conscient, elle avait la volonté de le faire. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te donnait cette impression que ce n'était pas totalement naturel, que c'était volontaire? Peut-être du non-verbal à la limite de l'exagération. Regardez, écarquillement d'yeux, sourire un peu fort, oui. Donc tu étais un peu consciente qu'elle était centrée sur elle-même et ce qu'elle faisait, tout en t'écoutant. Oui, je l'ai attribué à l'exercice du muet. Alors, c'est intéressant, un peu comme le cinéma muet. J'avais devant moi quelqu'un qui ne pouvait pas parler et qui était dans un écran, et qui du coup, par des mimiques exagérées, me montrait. Essayer de montrer quelque chose puisqu'elle Oui. ne pouvait pas intervenir. Voilà. OK. Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un effet sur ton travail? Moi, je l'ai senti oui, que ça m'avait encouragé peut-être à continuer. Oui. À continuer à parler ou à continuer à travailler? Peut-être à continuer à parler. Ah, d'accord. Donc, on pourrait presque faire l'hypothèse que si on le faisait moins, ça t'aurait gêné et tu te serais plus posé de questions sur ce que tu racontais. Oui. D'accord. Donc, en quelque sorte, Angélique, le fait que tu alimentes la pompe t'assure qu'elle continue, alors que peut-être que s'il était arrivé à un silence, il aurait changé de niveau de réflexion. Oui? Non? Oui, oui. Moi, ça me parle. Ouais. OK. Autrement dit, le silence du coach pourrait avoir une fonction principale, c'est de pousser le client dans son silence. Parce que tant que le client parle, il ne peut raconter que ce qu'il sait. Le moment où il commence à se taire, il va être à la frontière externe de ce qu'il sait et il va chercher dans ce qu'il ne sait pas. Donc, il va devoir se taire pendant un moment. Il va chercher ses mots, il va les tordre, il va hésiter. Mais tant que le flow est continu, on peut être assez sûr qu'il ne travaille pas puisqu'il se raconte. Donc, il n'est pas à la frontière externe de ce qu'il sait. Une option, donc, Angélique, c'est clairement, si tu sens qu'il sait ce qu'il dit, il le sait déjà, il se raconte, ce n'est pas intéressant. Il ne faut surtout pas donner des signes d'acquiescement. Et à la limite, il faut presque faire voir que tu es patiente en attendant qu'il va commencer à travailler. OK. Et paradoxalement, le moment où il se tait, c'est te rapprocher, parce que c'est ça qui est beaucoup plus intéressant que quand il parle. D'accord. Tu vois, c'est contre-intuitif. Alors là, j'en parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'un client qui parle,
Ce n'est pas forcément plus intéressant qu'un client qui se tait. Et qu'il faut écouter le silence d'un client avec beaucoup plus d'attention. C'est là que c'est intéressant de se mettre en avant et de vraiment l'écouter. Alors que si ça sort et ça coule, à la limite, on peut se dire tout ça, il le sait, il est en terrain connu, ce n'est pas un vrai travail. Ok. On rentre dans le paradoxe Oui. de tout ce qu'on a appris. Fais voir que tu écoutes, c'est contre-productif si le client ne travaille pas, s'il parle. Enfin, si c'est un flow. S'il se cherche dans ses mots, son écriture est hésitante, là, c'est beaucoup plus intéressant de dire « je suis là, continue à chercher » et de se mettre en proximité. C'est le silence et l'hésitation du client qui est intéressante. Pas son histoire, il la connaît. Il a déjà raconté à son concierge, sa belle-mère, etc. J'exagère un peu, hein, excuse-moi Thierry. Non, mais je l'ai raconté à ma femme et à d'autres. Ouais. Donc, ce n'est pas du travail, c'est de l'histoire. C'est the story, comme ils disent en anglais. C'est tell your story. Je connais les mots, ça sort tout seul, etc. Bon. Mais au moment où j'arrive à l'épuisement de cette histoire, il y a un silence. Donc, il faut arrêter d'amorcer la pompe qui coule. Il faut surtout espérer qu'elle s'arrête et qu'il puise un peu plus profond, puisqu'on parle d'eau, c'est une histoire de puisatier, là. Et le silence est essentiel. Et s'il y a trop de flow, on ne peut pas risquer une interruption? Pas quand le micro est coupé et qu'on n'a pas le droit. Donc, dans cette expérience, non. Dans cette expérience, non. Mais on peut très bien prendre du champ, arrêter de bouger, pas faire l'intéressé qui écoute. Et là, le client va être de plus en plus face à lui-même et il va se dire, mais qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je veux vraiment aller? Et il va se taire et il va chercher. Alors, on va écouter un autre groupe, hein, parce que, bon… D'accord. Merci. Merci pour votre retour. Merci. Mais écoutez les autres groupes. Un groupe qui a eu une expérience ou plusieurs de silence, est-ce qu'il y a un autre groupe qui veut parler? Christine? Alors moi, mon sujet, c'était le temps et de faire trop de choses et de ne pas savoir… Ouais, donc, tu étais le cliente. Ouais. J'étais la cliente, oui, tout à fait. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à poser le sujet et très rapidement, je me suis mise en silence. Et du coup, je suis rentrée en centration. Et voilà. Et ce que je sais, mais que je n'arrive pas à faire, c'est que c'est en faisant ça que du coup, j'arrive à prendre les bonnes décisions et à bien prioriser. Donc, en fait, quelque part, voilà. Enfin, tu dis tu ne sais pas faire, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Donc, tu sais faire. Oui, mais le silence m'a forcée. Je pense que si elle avait parlé, je serais partie dans voilà, à raconter toute ma problématique. Donc, et là, comme c'était pas simple. Comme tu es en train de le faire maintenant. Qui était ta coach? C'est moi, Sylvie. D'accord. Ok. Donc, quand elle parlait au début, tu as pris du champ, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu crois qui l'a poussé dans le silence? Je me suis vraiment centrée sur elle. Hein. J'ai essayé de me synchroniser vraiment avec sa posture. Quand elle reculait, j'essayais de reculer. Moi, j'essayais de me synchroniser. Enfin, essayer, c'est pas le terme, mais je me suis… Ok. Là-dessus, moi, je dirais dommage. Parce qu'en fait, il faut désynchroniser si elle parle. Si elle parle papa, il faut désynchroniser. Il ne faut pas du tout être dans le même rythme. Mais en fait, elle ne parlait pas. Oui, non, mais au début, elle a parlé quand même. Elle a très, très peu parlé, Christine, mais vraiment très, très peu. D'accord. Ça a été… alors, moi, je suis restée vraiment centrée sur ses yeux, sur… voilà, j'ai essayé… Enfin, non, je n'ai pas essayé. J'ai été dans une posture
d'écoute sincère. Je Mhm. n'entendais qu'elle. Ouais, Moi qui prends beaucoup de notes, justement, j'ai dû noter 2 mots. Et en fait, ça m'a montré aussi combien l'écoute et ma mémoire fonctionne très bien, même si je ne prends pas de mots, certainement par le poids du silence. J'accueillais ce qu'elle me disait vraiment. ouais. Alors, du coup, j'imagine que tu n'as pas tellement bougé que ça. Parce Non. que si elle a plongé, elle était silencieuse, tu as dû être présente et silencieuse et vraiment attentive. Oui. Et du coup, elle ne s'est pas sentie seule et elle a pris le courage de plonger de plus en plus. Est-ce que tu as trouvé de nouvelles options, Christine? Nouvelles perspectives? C'est une option que je connais, mais qu'à chaque fois, j'arrive pas en fait. Et là, j'y suis arrivée. Donc, c'était la preuve que c'est vraiment quelque chose que je dois faire plus pour trouver mes solutions. Donc, c'était plutôt d'expérimenter que c'est possible. Bah oui, tu l'as fait. Parce que c'est tout à fait paradoxal quand tu dis j'en fais trop, je ne trouve pas ma place, et là, tu en fais très peu et tu prends ta place. Ouais. Et c'était très intéressant en tant que coach de ne justement rien dire et de la voir par elle-même. Voilà. Faire Trouver, ce qu'elle dit qu'elle cherchait. exactement. Exactement. Et je l'ai vu dans son comportement. J'ai vu justement, elle était apaisée, elle respirait plus doucement. J'ai senti son visage plus détendu. Voilà. Et toi, tu t'es relaxé d'autant? À elle de me le dire, je ne sais pas. Non, c'est à toi de le dire. Est-ce que tu t'es senti à l'aise pendant tout ça? Oui, vraiment. Ah oui. J'ai beaucoup aimé, justement. Oui. J'étais très à l'aise et j'étais moi-même et dans l'écoute et dans l'accueil. Voilà. Alors, si j'ai un conseil, c'est prends pas de notes. Pour moi, un coach n'est pas le secrétaire, la secrétaire du client. Si le client a besoin de se souvenir de quelque chose, c'est à lui de prendre ses notes. Le coach a besoin d'être présent vraiment à regarder les yeux du client. Parce que si le client lève la tête, il va chercher mes yeux. Et il y a besoin d'avoir un contact immédiat là. Si je regarde ailleurs, donc c'est risqué de prendre des notes ou de regarder ailleurs, parce que si le client lève ses yeux à ce moment-là, il va se dire « Oh là, je suis tout seul ». Ce n'est pas un accompagnement vraiment intime. S'il lève les yeux et sans ma présence, il va repartir en disant « C'est OK, je peux continuer, je ne suis pas tout seul ». Et il va faire son plongeon. Okay. Alors, deuxième chose, c'est de ne pas y mettre ce qu'on apprend en PNL, c'est les singeries. Moi, je n'appelle pas ça la synchronicité, c'est les singeries. C'est-à-dire, je fais ce que le client fait. Ce n'est pas me mettre en synchronisation, c'est de la singerie. Et de temps en temps, moi, ça m'exaspère. C'est-à-dire que je me gratte, l'autre se gratte, etc. Je vais dire, arrête, t'es vraiment chiard. Tu vois. C'est beaucoup mieux d'être naturel, c'est-à-dire de me gratter si j'ai besoin de me gratter, même si le client ne se gratte pas, etc. Le client va sentir une authenticité plutôt que quelque chose d'appris. Alors, cela dit, si on écoute vraiment attentivement quelqu'un les yeux dans les yeux, ce qui est mesuré, c'est que d'une façon naturelle, les battements de cœur se rejoignent, la tension artérielle s'ajuste, la respiration se rejoint, même les ondes cérébrales, alpha, bêta, gamma, etc., ont tendance à se rapprocher. Donc, dans une écoute vraiment intime, les deux corps commencent à en faire un. D'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle être sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est pas quelque chose qui est possible si on est dans le mental de synchronisation. C'est quelque chose qui est naturel si on est vraiment dans une écoute cœur à cœur.
Donc, il faut lâcher tous ces principes et tout, et être presque dans l'amour de son client, dans l'intensité de sa recherche et son implication, et dans une présence totale. Et là, toute la synchronisation va se mettre en œuvre naturellement. Ça ne s'apprend pas, ça se vit. J'ai l'impression que c'était plus de cet ordre-là, ce que tu racontes en synchronisation, que quelque chose d'appris ou de plaqué, quoi. C'est ça. D'accord. Merci. Si elle ne prend pas de notes, n'en prends pas. Ok. Mais bon, d'autres choses à partager sur votre expérience? Alain, excuse-moi, tu nous avais demandé juste de tenir un peu au courant sur le timing. Il est 8h moins 20, juste pour que tu saches. Oui, c'est d'accord. On écoute un autre groupe, ou peut-être, je sais pas, oui, on va faire un autre groupe. Ça prend du temps, tout ça. Je veux bien. Moi, je veux bien. Je veux Oui. bien. Alors, en fait, moi, dans mon cas, j'étais coach et la personne, enfin, la coachée a décidé de s'arrêter net en disant, voilà, on va partager l'inconfort du silence. Et c'était intéressant, en fait, dans ce silence qu'elle a choisi. Moi, j'observais, en fait, son non-verbal, de là où elle regardait, là où elle partait. Puis, à un moment, après un très, 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 très long silence, elle a sorti une phrase, bon, je garde la confidentialité, mais elle a sorti une phrase qui, pour moi, coach, en fait, était en relation avec sa problématique initiale. Même si c'était sur le ton de la rigolade, en fait, mais c'était ça. Ok. Alors, c'est difficile à dire. C'était moi la coach, Oui. Soraya, tu peux dire. Hein, Oui, Hélène. il n'y a rien de. Oui, voilà, bien sûr. on est entre nous et c'était intéressant parce que j'en ai pas eu le temps d'avoir ton feedback, justement. Donc, quelle était la phrase que tu as dite, Hélène? Je ne sais pas. En fait, c'était plus dans trouver un temps pour faire du sport et que finalement, en fait, c'était peut-être mieux de ne pas être dans ce silence, dans cet exercice et aller faire du sport. En fait, c'était quelque chose de cet ordre-là. Après, voilà. Après, c'est-à-dire qu'il y avait pas eu beaucoup de paroles, enfin, à part au début pour poser le problème, etc. Et en tout, je pense, sur les 5, 6, 7 minutes, beaucoup de silence et une phrase. Pendant le silence, tu as l'impression qu'elle continuait à creuser ou à chercher, ou qu'elle avait lâché? Il y avait deux moments, en fait. Il y avait des fois où elle regardait en haut, où elle avait le regard en haut, elle réfléchissait, et puis il y a des fois où voilà, c'est-à-dire, d'ailleurs, elle en rigolait, c'est on se tient par la barbichette, genre, voilà, dans les yeux, elle me regardait comme moi je la regardais. Mais en étant présente, moi je ne prenais pas de notes pendant toute la séance, en étant complètement présente. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour un client qui vient en coaching, normalement, sa préoccupation est une préoccupation d'atteindre un résultat. Oui. Il va payer pour atteindre un résultat. Et là, on pourrait presque penser, j'interprète, hein, Hélène, mais que ta préoccupation, c'était d'avoir une relation. Exactement, moi ça m'a vraiment beaucoup, j'ai pas, en tant que coachée, j'ai pas trouvé ça aidant pour moi. Et aussi parce que le langage, en tout cas, moi j'ai une dyslexie et c'est très difficile pour moi. En plus, il y avait l'exercice où il y avait d'observation, enfin voilà, donc du coup, je trouvais que c'était pas suffisamment soutenant pour moi pour rester alignée. Et en plus, j'ai senti, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de sourires, de Soraya, etc. Et en fait, j'avais envie de me marrer plus que d'être en relation. Et je me disais,
en fait, ce que ça m'a renvoyé sur moi, c'est que je me dis, bah, en fait, voilà, je me suis fait piéger parce qu'en fait, je voyais en fait que personne n'allait être coach et tout ça. Je me suis dit, bon, je vais aider le groupe, quoi. Donc, Donc, ça j'avais aussi, voilà, ça, donc ça en même aussi, temps, ça m'a. c'était en relation, c'est-à-dire que tu es Voilà, rentré en sauveteur et tu t'es trouvé. voilà. Et Mais c'est aussi ma problématique. Ça dit aussi des choses sur attends, ma attends. problématique. Ce que je propose, c'est que tu appliques tout ça à ton histoire de sport. Autrement dit, c'est bon si c'est en relation, c'est bon si, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que tu feras toute seule pour toi. Autrement dit, si c'est tout seul pour toi, il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça que je n'y vais pas. Ça a besoin d'être en relation. Ça prend son sens en relation. Alors, les 3/4 des clients, je veux dire, en entreprise, ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est plus un client dans une recherche relationnelle. C'est presque une adoption, quoi. Il n'y a pas le triangle, parce que normalement, le triangle dans le coaching, c'est que le client est centré sur le résultat qu'il veut accomplir et le coach est centré sur le dialogue du client. Centré sur son résultat. Donc, le coach n'est pas centré sur le client et il n'est pas centré sur le résultat. Il est centré sur le dialogue du client qui cherche à accomplir un résultat. C'est ça. Alors, ça ne marche pas si le client veut être en relation avec le coach. Je veux dire, je ne suis pas là pour une adoption. Là, c'était le contexte. Ouais, voilà. Le coach a déjà des relations. Donc là, tu es une cliente très particulière, c'est-à-dire qu'il va chercher à avancer pour toi à condition d'abord d'être en relation. Si la relation te plaît, peut-être tu avances. Alors que les 3/4 des clients, ce n'est pas ça. Ils viennent d'abord pour atteindre un résultat. Ce n'est pas tout à fait la même géométrie. Mais peut-être pas dès le départ. Enfin, moi, oui, non, voilà. mais C'est-à-dire là, que c'était l'exercice ici. Oui, c'est un exercice puissant qui pose le fond du problème tout de suite. C'est-à-dire que si on prend enfin une définition du coaching, je l'ai donnée, c'est le coach accompagne, donc en paritaire. Accompagner, c'est une relation de compagnonnage, mais il accompagne un client qui, lui, est centré sur la réalisation de son résultat. Donc, le client regarde là où il va, il ne regarde pas le coach, et il parle, ou il se tait, parce que le silence fait partie du dialogue, et le coach accompagne ce dialogue du client pendant que le client écrit son histoire, sa recherche, ses hésitations, etc., etc. Mais il n'est pas centré sur le client, parce que ça en ferait un psy, et il n'est pas centré sur le résultat, parce que ça en ferait un consultant. Le consultant veut à tout prix que le résultat soit acquis. Ce n'est pas le problème du coach. Et le problème du coach n'est pas la psychologie du client. C'est le dialogue du client qui avance vers son résultat. Alors, ça ne marche pas si le client n'a rien à faire d'un résultat, ça ne marche pas si le client n'a pas d'objectif, c'est pour ça qu'on met le contrat au début. Tu viens me voir, mais pour aboutir à quoi? Qu'est-ce qui t'anime? On ne s'attend pas à ce que le client dise ce qui m'anime, c'est une bonne relation avec toi. Quoi. Attends, je suis déjà marié. Quoi. Donc, c'est pas ça que le coach vend. Il ne vend pas sa capacité de relation. Il vend sa capacité d'accompagnement du dialogue du client. C'est assez sioux, en fait. Alors, dans le silence, il y a quand même quelque chose que je voulais souligner. Parce que je vais vous bassiner un peu avec la théorie. Mais le silence du coach sert à quelque chose, c'est-à-dire, et l'interruption, hein, c'est-à-dire que l'idée quand même, et ça pour moi, à la limite, c'est le cœur du coaching, c'est qu'on fonctionne avec le silence partout. Autrement dit, si le client utilise un mot-clé que je crois qu'il ne mesure pas, je vais le répéter. Et là, l'objectif, c'est d'arrêter le client dans son parcours pour qu'il se sente sur le mot-clé, qu'il se taise un peu, qu'il réfléchisse et qu'il aille plus profond. Si je pose une question
une question puissante de coach. En fait, une question puissante de coach est une question à laquelle le client ne peut pas répondre, donc il va plonger dans un silence. Si le client peut tout de suite répondre, la question est mauvaise. Donc, la fonction d'une question puissante, la fonction des 3/4 des outils du coach, c'est de pousser le client à la limite de ce qu'il sait pour qu'il tombe dans le silence et qu'il cherche. Alors, dans le silence, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un vide. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le silence. C'est tout d'un coup le vide. Je me trouve face à moi. Et dans un vide, il n'y a pas de limite, il n'y a pas l'autre. Or, le vide, c'est connu, ça sert d'aspiration. C'est comme dans une pompe. Autrement dit, plus le silence du client est fort, accompagné par le coach en silence aussi, plus le client va aller dans ses profondeurs, plus il va chercher loin, comme le vide qu'on fait dans une pompe pour aller chercher de l'eau très profond. Et plus l'eau est profonde, bien sûr, plus elle est pure. Donc, on va se servir de cette fonction de silence dans une intimité respectueuse et chaleureuse quand même. Ce n'est pas un silence froid, ce n'est pas un silence de « je te tiens par la barbichette », c'est un silence de « on est là ensemble ». C'est comme le silence de l'amour ou de l'intimité. On peut être là ensemble, il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas la peine de remplir les blancs. Et là, du coup, le client va aller de plus en plus profond et trouver des choses nouvelles. Alors, bien entendu, on espère qu'il va remonter avec ça et se dire, tiens, alors quand dans un coaching, le client parle, bien entendu, on veut l'interrompre, on veut qu'il plonge dans le silence. Donc, la qualité de notre présence va éventuellement faire en sorte que le client se dise « mais qu'est-ce que je raconte là ?» et tout, et il va plonger. Là, c'est intéressant d'être vraiment, vraiment présent d'une façon presque plus active, plus attentive, pour donner à ce silence sa valeur et être témoin du plongeon du client. Généralement, quand il reprend la parole, c'est à un autre niveau beaucoup plus profond. Il va dire, tiens, je découvre quelque chose, ou j'ai une option que je n'avais pas envisagée, ou je ne sais pas quoi. Et il va développer à ce deuxième niveau. Et quelquefois, il va développer pendant un moment et de nouveau se taire et replonger. Donc, on pourrait dire c'est presque comme une fonction d'ascenseur. On va voir les étapes se dérouler. Et petit à petit, la façon de parler du client va être une façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime. Et là, il faut bien sûr que le coach s'ajuste à ça, s'ajuste à ce rythme et tout. Mais ça se fait naturellement. Je veux dire, quand on est témoin de quelque chose comme ça, on y va tout seul, c'est évident. Mais donc, par rapport à ça, ce n'est pas seulement l'écoute, c'est la fonction du silence qui sert d'aspiration profonde qui va dans ce qui inspire le client au plus profond de lui. Alors, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou réactions ? Oui, je veux bien partager. Fabricia, donc j'étais en tant que coach. J'ai vécu un moment, je vais dire, assez fort, hein, avec beaucoup de présence. Et de mon côté, ça m'a questionné à un moment sur finalement comment je contribue en tant que coach. Et j'ai une certaine habitude du silence en coaching. Je ne l'avais jamais expérimenté de manière complète. Et ça me permet vraiment de ressentir et de vivre en fait la puissance de ce qu'est le silence. J'ai envie de dire le silence vivant et le silence présent. Et sur l'espace du coaching, en fait, j'ai vu pour ma part, ressenti pour ma part 2 silences de la part de la cliente. Et il m'a semblé vivre un silence qui était subi chez la cliente.
Et puis, à un autre moment, un silence qui était vivant, qui n'était pas subi. Et c'est là où est venue la solution, en fait. Donc, le premier, c'était dans la contrainte de l'exercice, et le deuxième, elle y est vraiment allée. Et probablement, c'est subtil, mais c'est grâce à ton accompagnement. C'est-à-dire que si toi, tu es à l'aise avec le silence subi, petit à petit, elle va y venir. Si toi aussi, tu n'es pas à l'aise, petit à petit, ça va coincer. C'est fou, en petite subtilité, comment le coach influence finalement la relation qui permet au client d'y aller en confiance. Donc, merci de cette expérience. Mais elle est jamais pareille. Elle est à tester, retester, apprivoiser, approfondir, quelquefois parasiter. Elle est jamais pareille. Donc, je vous propose tous de l'expérimenter chaque fois que vous en avez l'occasion, de différentes façons, pour aller chercher. Moi, je veux bien témoigner puisque Fabricia a été mon coach, sur ce que j'ai vécu. Alors, j'avais pas eu l'occasion d'avoir le débrief, donc j'aime bien le côté de silence subi et silence vécu, parce que rétrospectivement, c'est vrai que c'est vraiment ce qui s'est passé. La première boucle que j'ai faite a été de me raccrocher à des choses visuelles, dans la tenue, de faire une projection sur mon problème par rapport à ce qu'il y avait. Et quand j'ai fini cette boucle-là, j'ai vu la tête du coach. Et je me souviens d'avoir dit, et au-dessus de ça, il y a même une tête. Donc, je n'avais pas vu la tête du coach avant. Je m'étais concentrée sur des parties de ce que j'avais à l'écran sans voir la tête. Et dans la projection que j'en ai, qui est la projection de ce que moi j'ai vécu, j'avais l'impression d'être immobile et de regarder mon coach et de regarder sa tête et de voir quelqu'un qui n'avait pas de problème à rester dans le silence et de voir plein de micro-mouvements dans le visage. Et c'est dans ces micro-mouvements du visage qu'en effet, petit à petit, la solution est apparue comme une évidence et comme quelque chose de très posé, de très agréable. Donc, en effet, je confirme le silence utile sur la deuxième partie et voilà. Ce qui s'est passé, ça s'est passé dans les micro-mouvements du visage de mon facilitateur. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vous regardez quelqu'un en accueil, en appréciation profonde, hein, ce n'est pas l'accueil de surface parce que j'ai appris à sourire et à être accueillant, mais vous regardez avec amour, vos pupilles vont s'élargir. Autrement dit, les pupilles s'élargissent quand il y a moins de lumière pour en faire entrer plus. Mais quand vous aimez ce que vous regardez, vos pupilles s'élargissent. Il suffit que le client lève le nez et constate, sans le savoir, ce micro-mouvement. Autrement dit, on le capte. On ne le sait pas, mais on le capte. Qui va se dire, ça va, je peux y aller. Si je suis plutôt dans un état en me disant qu'est-ce que je me fais chier et on raconte des conneries, etc., mes pupilles vont se rétrécir. Et il suffit que le client lève le nez à ce moment-là et il va capter que ce n'est pas le lieu où il pourra faire un bon travail. Il va se renfermer. Donc, les micro-mouvements, ce n'est pas un concept. C'est en fait des signaux animaux qu'on donne et qui sont naturels. C'est connu, par exemple, que si vous faites voir un nourrisson à une femme, quelle qu'elle soit, même jeune, elle va regarder le nourrisson, ses pupilles vont s'élargir. Vous faites voir un nourrisson à un homme, les pupilles ne bougent pas. Jusqu'au jour où il a eu des enfants. Là, ça s'enclenche. Ici, c'est de la grosse tricherie d'ailleurs en Afrique du Nord, c'est qu'ils mettent du colle dans les yeux
C'est un neuroleptique, c'est de la belladonna, c'est une drogue. Ça calme les muscles des pupilles qui ont l'air d'être, qui sont gros, qui s'élargissent. Donc la femme a l'air d'être amoureuse de ce qu'elle voit, moi, et les hommes trouvent ça très beau. Ouais. Parce qu'ils ont l'impression qu'elle adore ce qu'elle voit, ce qui est lui. Ouais. Donc c'est une façon de tricher sur les signaux. Alors, dans les pays où on voit que les yeux, bien entendu, c'est extrêmement important. Soit dit en passant, c'est les mêmes pays où ils mettent des lunettes noires dès qu'il s'agit de négocier, etc., pour donner aucun signal à l'autre de ce qui m'intéresse ou de ce qui ne m'intéresse pas. Tout ça, c'est relativement étudié et connu. Alors, si vous voulez faire signe consciemment que vous écoutez, etc., parce que vous êtes préoccupé par vous-même et vous faites attention à tout ce que vous avez appris, mais vous n'êtes pas avec votre cœur avec le client le sait. Il ne faut pas le prendre pour un idiot. Si vous lâchez toutes ces conneries qu'on apprend sur comment faire voir qu'on écoute, etc., et vous êtes vraiment là pour l'autre, l'autre le sait. Tout de suite. Il suffit de lever le nez, il le sait, il le sent. Ce qui fait que je trouve que la seule vraie méthode de coaching, le vrai outil, c'est intéressez-vous à votre client, mais profondément. Tout le reste, c'est du pipeau. Vous n'avez rien besoin de faire. Il va le sentir, il va y aller. Alors bon, il y a des petites compétences ici, des outils par-ci, par-là, etc. Ça peut servir. OK, mais si vous n'avez pas cette fondation de présence profonde pour l'autre, mais inconditionnelle et tout, l'autre le sait. Ça va être un coaching de surface. Donc, si vous voulez vraiment aller en profondeur, ce n'est pas vraiment un apprivoisement de la chaleur du silence partagé. Et de vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est essentiel pour faire un vrai coaching profond. Tu as une main là qui est en l'air, Sylvie? Oui, merci. C'est parce que j'avais une question, Alain. C'était par rapport à l'échange. Là, on est en face à face, même si c'est en visio. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur un coaching par téléphone, par exemple, où on a plus il y visuel? a énormément de choses qui passent par téléphone. On est bien d'accord, mais voilà, c'était juste, il y avait par des téléphone, c'est mettez-vous, quand vous coachez par téléphone, mettez-vous un cache Air France. Rendez-vous aveugle. Parce que, en fait, l'oreille est beaucoup plus fine qu'on ne le pense si on la rôde. Les gens qui ont une oreille très fine, ils peuvent écouter un orchestre et vous dire tel instrument là-bas, il est en retard, celui-là, il est mal accordé. Je veux dire, l'oreille est le sens de la discrimination, du discernement. C'est vraiment le sens du discernement. Le regard, c'est plus le sens du contrôle. Les gens qui sont attirés par la PNL, par exemple, il faut le regard dans la PNL, c'est des obsessionnels. Le coaching repose beaucoup plus sur l'auditif, c'est linguistique. Alors, je vous conseille de faire un maximum de coaching téléphonique et quand vous le faites, de mettre des caches sur les yeux pour être aveugle. Vous allez développer votre sens auditif bien au-delà de ce que vous pensez est possible. Vous allez vraiment savoir ce qui se passe dans la pièce de l'autre. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et alors, avec des écouteurs anti-bruit, hein, vous allez être chez le client, par l'oreille. On a une culture qui est beaucoup trop visuelle. Et il y a beaucoup trop de visuels, à mon avis, qui vont dans le coaching. Ça devrait être plus d'auditif pour bien faire, à mon avis. Bon, ça, c'est des avis personnels, mais c'est ma façon de répondre.
Ça correspond à ce que tu sens? Ah oui, 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 complètement. Je suis aussi, j'aime beaucoup le coaching par téléphone parce que justement, alors j'ai pas pensé en effet à mettre le masque, mais en effet de fermer les yeux pour être vraiment 100% dans la relation. Oui, oui. Alors, cela dit, en Encore visio, plus. beaucoup de gens disent que c'est moins intime. C'est beaucoup plus intime en visio si vous prenez les moyens de vous montrer. Si vous regardez les écrans des uns et des autres, on voit que c'est pas fait pour communiquer. C'est intéressant d'avoir une bonne caméra où l'autre peut vraiment vous voir. Et il va voir plus que s'il était dans la même salle que vous. Vous êtes à poil en visio. Quand vous êtes vraiment vu, vous pouvez être vu beaucoup plus parce que autour de votre visage, qui fait tout passer, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, mais j'espère qu'il va arrêter. Vous l'entendez? Oui, désolé. Oh, il va arrêter. Alors, ce qui ajoute à la caricature, c'est qu'autour du visage de l'un et de l'autre, il y a un cadre. Autrement dit, il n'y a que ça. Vous n'avez pas tout le parasitage de ce qu'il y a autour quand on est dans la même salle, les meubles, machin. Ce qui fait que les gens disent c'est plus difficile en visio, mais en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Il y a beaucoup plus d'intimité possible en visio parce qu'il n'y a pas le danger d'être trop proche entre un homme et une femme, etc., etc. Et on peut être vraiment dans la tronche l'un de l'autre et tout capter de ce qui se passe chez l'autre, tout le temps. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la visio. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se cacher. Alors que si on est dans la même salle, c'est beaucoup plus facile de se cacher. Il suffit de détourner la tête et tout. Donc, ce que les gens racontent sur pourquoi ils n'aiment pas coacher à distance ou même des réunions par visio, paradoxalement, le contraire est vrai, à mon avis. Et c'est pour ça qu'ils parasitent les réunions à fond, en coupant la caméra, en coupant le son, en mettant des trucs sur des messageries sur le côté, en s'envoyant des petits mots, en consultant leur téléphone, des choses qu'ils ne pourraient pas faire en salle. Ils le font en visioconférence pour s'échapper parce que c'est trop intime. Enfin, ça, c'est une interprétation toujours. Mais du coup, personnellement, en coaching d'équipe et tout, je mets en place des modes opératoires pour que les gens aillent dans cette intimité permise par le côté, je veux dire, on a tous la même case. C'est bien d'être en galerie, hein, en affichage galerie, que toutes les personnes dans la salle aient la même case. Ce qui fait que tout le monde voit tout le monde tout le temps. Rien n'échappe à personne. Et là, on peut se servir d'un certain nombre de modes opératoires pour ajouter à l'intensité, à l'authenticité et à faire un travail qui est presque impossible à faire si on était dans la même salle. Et ça, en coaching d'équipe, c'est assez puissant. Enfin voilà, on est en train de dépasser les temps. Personnellement, je n'ai pas un train à attraper, je peux continuer un petit peu. Mais je vous remercie beaucoup pour votre confiance de plonger dans cette expérimentation complètement non orthodoxe. Mais pour vraiment prendre une compétence qui est juste l'écoute, ça peut valoir des journées et des journées d'exploration. Ce que vous avez vécu, une petite séquence du programme de formation de coach que je fais, de formation systémique, de coaching systémique. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant d'explorer le cœur du coaching. Autrement dit, il ne faut pas y ajouter d'autres choses. Il faut prendre les compétences clés, s'arrêter là et les approfondir pendant des années. N'ajoutez pas d'autres choses, n'ajoutez pas d'autres théories.
ça ne vaut pas le coup. Et petit à petit, chacune des compétences va prendre tellement de relief pour vous que vous allez commencer à devenir un coach beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus profond qu'en ajoutant des accessoires. Il y a des coachs qui ont tellement d'accessoires, on ne trouve plus la bagnole. Je veux dire, c'est de la dispersion. Il faut éliminer, s'alléger, s'apurer, devenir un genre de, je sais pas, Picasso du coaching, de faire 2 traits et tout est là. Et ça, l'ICF, maintenant, il parle de 8 compétences, mais à mon avis, il y en a une seule, c'est la présence. Tout passe par là, quoi. Enfin, voilà, ça peut avoir l'air d'une conclusion, mais je suis prêt à continuer à papoter si vous voulez papoter. Il y a Marine qui a écrit un mot, mais que je crois qu'il voudrait s'exprimer. Ah oui, il y a une main en l'air, là, je ne regarde pas. Si elle veut s'exprimer, elle s'exprime. Mais il vaut mieux… Mylène, tu as une main qui est affichée? Oui, tout à fait. Marine aussi. Marine était avant, oui. C'est ça? Je ne sais pas, mais je laisse la place à Marine, comme Daniel l'a interpellée. Je poserai ma question après. Je t'en prie, Marine. Alors, vas-y, Marine. Alors, moi, j'étais du coup… c'était juste pour faire rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que du coup, pendant l'expérience que j'ai trouvée extrêmement intéressante, moi, j'étais du coup cliente et j'ai vraiment ressenti les strates. Alors, j'ai parlé de strates, mais du coup, je l'ai ressenti à la fois dans la réflexion et je l'ai ressenti à la fois dans les émotions et je l'ai ressenti à la fois dans ma posture où du coup, j'ai pu me détendre parce que je me sentais pas détendue. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai parlé de résistance et du coup, ça m'a permis de me connecter à ma résistance physique aussi. Et j'ai trouvé très, très intéressant. Voilà, donc je voulais juste faire… Et j'étais avec Daniel, en l'occurrence. Alors, c'était intéressant parce que du coup, sa vidéo était un peu floue, donc je le voyais pas complètement nettement. Mais en même temps, ça m'a permis de faire ce que vous disiez, du coup, d'être plus connectée à moi, finalement. Et je le sentais là, présent. Il n'a pas trop, en plus, bougé. Je sentais qu'il m'écoutait, qu'il était là. Mais du coup, ça m'a permis, moi, de m'évader et de me connecter, je pense, à quelque chose qui était assez essentiel aussi sur mon… Enfin, j'ai eu l'impression de trouver une solution, une réponse. Enfin, j'ai trouvé une réponse juste dans ce moment de silence. Donc, j'ai trouvé ça très fort. Alors, ce n'est pas rare que des personnes en 8 minutes disent « ça fait 6 mois que je travaille sur ce truc et là, en 8 minutes, j'ai trouvé vraiment un axe de solution qui me convient ». C'est pas rare. Une fois, j'ai une personne à la fin qui était pratiquement en larmes et qui a dit « c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'écoute ». C'était presque un choc de se sentir écouté. Ça se passait juste en 8 minutes. Donc, la puissance, la profondeur et tout, en tant que coach, il faut arrêter. On n'a rien besoin de faire. On n'a rien besoin de faire. Alors, c'est ça qui est probablement le plus difficile. C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut complètement désapprendre toutes les autres conneries. Alors, désapprendre, il y en a beaucoup qui luttent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent vraiment étaler ce qu'ils ont appris pendant des années alors que ça ne sert à rien. C'est étonnant. Donc, merci pour ce que tu viens de dire, parce que ça rejoint tout à fait pas mal d'expériences que j'ai vécues avec ce genre d'expérience, ce genre d'exercice. Alors, Mylène, vas-y, puisque le temps devient court et qu'il faut faire de la place à… Merci. Moi, j'aurais une question sur un retour d'expérience de votre part sur quand est-ce que vous avez utilisé le coaching en silence et comment vous l'avez introduit auprès de votre client.
J'introduis rien du tout. Si j'introduis, je parle. Mais alors, c'est pas la seule compétence. Autrement dit, il y en a d'autres. Il faut, comme l'a dit, je crois, Sylvie, il faut savoir interrompre, ou je ne sais pas qui l'a dit. Il faut savoir interrompre quand vraiment le client tourne autour du même rond-point depuis 10 fois. Il faut savoir l'interrompre, pas pour le diriger, mais pour lui dire, OK, ça, il semble que c'est très clair pour toi. Alors, quoi. Alors, quelquefois avec humour, ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, c'est ça le coaching, c'est le silence. Et puis, quelquefois, dans le silence, va émerger quelque chose. Généralement, je constate qu'il émerge simultanément chez moi et chez l'autre. Autrement dit, quelquefois, je vais dire quelque chose, mais le client y va. Donc, ce n'est pas la peine de le dire. Et quelquefois, je le dis juste avant, mais les clients disaient ah ben, c'est les mots que je cherchais. Donc, il y a un genre d'alignement physique qui se passe entre des corps quand on est vraiment sur cette même longueur d'onde. C'est-à-dire on a vraiment l'impression de faire corps avec l'autre. Et là, ce qui en émerge, à mon avis, est beaucoup plus riche que si on est tout seul. Enfin, il y a un caractère sacré dans cette affaire. Une fois, quelqu'un m'a dit, le coaching, c'est comme être témoin dans un mariage. En fait, un témoin, il ne faut rien, il est responsable de rien, il est juste là, il essaye de ne pas être dans le chemin des autres, et à un moment, il signe pour dire qu'il était là. Mais s'il n'y a pas de témoin, ça ne peut pas se faire. Voilà. C'est ce qui rend la chose sacrée. Mais que fait le témoin? Ben, il ne fait rien. Il fait acte de présence. C'est ce qui rend le travail du client possible. C'est ça que le client paye. Moi, j'aime dire que, en fait, le client, il achète un luxe aujourd'hui, c'est de l'espace libre. C'est un grand appartement où il n'y a pas un meuble, tout blanc. Mais il ne faut surtout pas le meubler. Il faut empêcher le client d'y amener ses vieux meubles, hein, bien sûr. S'il ramène des camions de vieilles conneries, je ne vois pas à quoi sert l'espace libre. Mais c'est de le mettre dans cet espace libre pour qu'il se trouve. Et c'est ce qu'il trouve nulle part ailleurs. C'est ça qu'il achète. C'est pour ça que c'est cher. C'est un luxe. Je crois que les gens, la société a perdu son silence. On devient philosophique, là. Politique. Pas d'autres questions? On finit en silence. Un grand bruit pour se dire au revoir, c'est ça? Je vais juste apporter justement un petit témoignage par rapport à cette fonction du silence. Moi, j'ai été donc la cliente d'Anne-Catherine et j'ai senti que le silence était une sorte de passerelle qui nous avait réunis, comme si le silence avait pris corps, quoi, était incarné. Et j'ai vraiment senti qu'un lien s'était établi entre nous, alors qu'au départ, je n'ai pas du tout pour ça, quoi. Et ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai pu sentir cette matière, en fait, c'est ce que je lui ai dit dans le brief, que j'avais senti que le silence n'était pas forcément toujours vide. Il y a quelque chose. Non, le silence est beaucoup plus plein que les mots qu'on pourrait mettre à la place. C'est ça. C'est presque comme en astronomie. C'est-à-dire que le vide interplanétaire a plus d'énergie et plus de masse que tous les soleils et toutes les étoiles et toutes les planètes ensemble. Il y a plus de masse, ce qu'on appelle la matière noire,
dans le vide. Il y a plus d'énergie dans le vide. Mais le vide, c'est le silence. Il y a beaucoup plus de potentiel dans le silence que dans les mots. Mon téléphone m'emmerde. C'est comme on dit aussi qu'on peut lire entre les lignes. J'ai eu l'impression que le fait qu'elle fasse silence m'a permis à moi d'écouter entre mes paroles, en fait. Ouais. D'arriver à une strate un peu plus en profondeur à la fin. Parce que moi-même, j'ai ressenti le besoin de faire silence à un moment. Et ensuite, du coup, la réponse m'est presque apparue. J'ai ressenti que j'étais arrivée dans quelque chose de plus précis. Et à la fin, comme j'avais terminé, j'ai fait silence. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu me présenter plus en détail. Et puis, voilà, vous nous avez rappelé. Mais c'est vrai que le silence est venu assez naturellement aussi. Voilà. Alors, je vous signale que le mot intelligence veut dire savoir lire entre les lignes. Interlecture, c'est ligence, là, ok? Étymologiquement, ça veut dire la capacité à lire entre les lignes. Alors, nuance, au temps présent. Alors qu'intellectuel, c'est la capacité à mettre une ancienne intelligence sur la situation. C'est au passé. Un intellectuel va plaquer une intelligence passée ou apprise sur une situation actuelle. Quelqu'un qui a une intelligence vraie, il va lire entre les lignes ici et maintenant. Autrement dit, intelligence de situation, c'est redondant. On ne peut pas dire intelligence de situation puisque c'est par définition de situation. C'est tout de suite. Et c'est profondément systémique. Autrement dit, c'est ce qui se passe entre. On ne va pas regarder les lettres et les mots, on va regarder ce qui se passe entre les lettres et les mots. C'est beaucoup plus riche. Et ce qui fait que l'approche système m'intéresse pour ça, c'est-à-dire que c'est regarder tout ce qui se passe entre en temps réel, le capter, saisir les patterns et puis réagir à partir de ça. Mais c'est dans le silence. Rien d'autre? Bon, pour meubler un peu le silence, j'étais le coach de Marine. C'est intéressant parce que Marine, j'ai trouvé que c'est une femme déjà au départ qui était lumineuse. Donc j'avais envie de l'écouter rien que pour ça. Et c'est vrai qu'elle est partie bien en tête sur son sujet. Et très vite, je me suis rendu compte qu'elle se rendait compte, je ne sais pas, à dire un mot, je ne sais pas quoi, mais ça l'a fait tilter elle-même et son regard partait dans tous les sens. Et on sentait qu'elle était entre la mémoire et la compréhension de ce qu'elle ressentait. Il y a un petit moment, il y a plusieurs arrêts où elle était très en avant et à un moment donné, on a senti que l'émotion gagnait de pas. Et il y a eu comme un déclic, mais je crois qu'il y a eu plus qu'un seul déclic. Et à un moment, il y a un mot, une phrase qui m'a semblé clé chez elle, et je vais répéter, elle en parlera si elle veut, qui m'a semblé était importante par rapport au son vécu avec autrui. Quand il y a eu un moment d'émotion, si tu étais précis, c'était quelle émotion? Que par elle a senti qu'il y a quelque chose qu'elle captait et qui... Il y a une très petite légère rougeur sur son visage. Non, ce n'est pas ce que je demande. Ah, pardon. Ma question, c'est quelle émotion c'est? Donc, tu peux dire tristesse, joie, colère. Ah, pardon. Étonnement, je dirais. Donc, plutôt positif. Spontanément, c'est étonnement. Plutôt positif, c'était tout positif, oui. Comme une éclosion. Oui, quelque chose comme ça, une surprise, un étonnement. Une naissance. Ok.
Mais quelquefois, dans des exploitations d'expériences comme ça, on peut exploiter pendant une expérience, pendant des heures. C'est fou ce qui se passe en 8 minutes de silence. Il suffit de tirer sur le fil, tirer sur le fil. Il y a toujours un peu plus. C'est étonnant. C'est bon, il n'y a plus rien? Vous êtes épuisé? Bon, il est 20h24. C'est un peu dur de reprendre la main après tous ces échanges fort riches sur la place et l'importance du silence. Ça donne envie de parler lentement, en fait, et pas très fort. Oui, il y a des messages, beaucoup de messages de remerciements dans le chat. Voilà, des gens qui se disent captivés, voilà, qui vous remercient, qui te remercient beaucoup, Alain, pour ces partages. Merci à vous. Avant de vous laisser reprendre le cours de vos vies, on a une petite annonce pour vous indiquer que les ateliers de professionnalisation reprennent avec Chloé Nortier et le prochain, le mercredi 27 octobre à partir de 10h jusqu'à midi sur le référentiel des 8 compétences de coach. Et que pour le MCC Occitanie Ouest, on continue notre programme d'After Work avec le prochain le 8 novembre sur la présentation d'un jeu qui s'appelle Win Your Star, voilà, qui sera présenté par son créateur, Parmentier, et par Dorothée Krober. Et puis le 22 novembre, Boris Lehmann, en After Work aussi, présentera la certification sur l'intelligence émotionnelle, EQI. Et le 6 décembre, une matinale présentée par Sandy, Loïc et Sabrina sur le non-sujet du HPI. Voilà, vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur la page LinkedIn de l'EMCC Occitanie Ouest. Merci à tous pour votre participation, pour vos partages. Un grand merci à Alain aussi de nous avoir honorés de sa présence et puis de son expérience ce soir. Voilà, 20h, bientôt 30. Samedi, si tu as quelque chose à ajouter, you're welcome. Passez une très belle soirée, dans le silence ou pas, ça c'est pour chacun. C'est fini, vous pouvez reprendre le cours de vos vies. Merci Sandy, Caroline. Je vous ai envoyé un petit souvenir dans le chat pour les organisateurs. Merci de la Bretagne de nous accueillir. Moi, je n'ai pas lu le chat, je ne l'ai pas vu, mais merci pour vos commentaires. J'ai fait un petit scribe, voilà. Dont je tiendrai compte. Et puis à la prochaine peut-être. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et merci à l'EMCC Occitanie. J'ai un chat dans la gorge. Alors, il y avait finalement combien de personnes? Alors, 56, non? 58, on est monté. 58, on est monté. Et dans le chat, il y a 68 Vous commentaires. pouvez couper le partage, les filles, l'enregistrement, les filles, s'il vous plaît. Ah oui.